beaucoup de présidents savent comment ils sont venus au pouvoir. Donc il ne faudrait pas qu'ils fâchent celui ou ceux qui ont fait de les rois. Donc tant que nous aurons de mauvaises élections, le développement sera difficile. Donc je parlais de manque d'unité à l'intérieur des États et entre les États africains. Il faut que ce problème soit réglé. Nous avons aujourd'hui des instances, des institutions comme l'Union africaine qui devaient travailler à cela. Pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO qui devait travailler à cela. Défendre l'intégrité territoriale, défendre la souveraineté de chaque nation. Et tant que nous n'avons pas de leader capable de le faire, oublions le développement. L'autre problème en Afrique, c'est le culte de la personnalité. La plupart de nos chefs d'État sont des dieux. Ils sont créés comme des dieux. On ne peut pas critiquer leurs actions. On ne peut pas contester leurs décisions. On ne peut pas donner une idée contraire. Tu vas te retrouver en prison ou bien assassiné. La divinisation et le culte que le peuple voue au président, aux différents leaders, est un autre facteur des problèmes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, puisque déjà ces personnes, en général, viennent au pouvoir dans les conditions que nous savons, c'est déjà un problème. Ils doivent satisfaire les appétits de ceux qui les ont soutenus pour qu'ils soient là où ils sont. Donc, quand ils viennent au pouvoir, la première des choses pour eux, c'est de satisfaire les appétits de ceux qui ont fait de rois. Et ensuite, leur famille. Nous avons un pays pauvre, un pays africain pauvre. L'un des présidents, dès qu'il a pris la présidence, la première des choses, c'était de s'acheter un avion. Alors qu'il y avait des problèmes plus importants que ça. Donc, tant que nous aurons des présidents, des leaders qui vont se croire Dieu et qui ne prennent pas conscience qu'ils sont en mission pour le peuple, qu'ils sont établis pour le peuple, ça sera difficile pour nous d'avancer. Tant que nous aurons des présidents qui refusent la contradiction, parce que c'est dans la contradiction des idées ou bien la confrontation des idées qu'on peut sortir le meilleur. Mais tant que nous aurons des présidents qui refusent catégoriquement, c'est ce qu'eux disent qui est vrai, alors ça sera difficile pour nous d'avancer. Un autre problème dans nos pays africains, c'est le manque de politique vraie de développement. Je prends un exemple. Vous prenez un artiste qui veut faire un concert, il aura un parterre de sponsors. En plus des sponsors, il aura l'appui des ministres. Cet artiste peut s'en sortir facilement avec 10 millions, 20 millions, 30 millions. Il va nous faire danser pendant une nuit, pendant 1 heure, pendant 2 heures du temps. Il va égayer le peuple. Il va peut-être par son art faire connaître l'existence d'un pays. Ça c'est bien, c'est la culture, c'est bien. Mais je crois que pour des pays qui cherchent à sortir du sous-développement, qui cherchent vraiment à s'imposer, il faut savoir établir les priorités. Pourquoi? Parce que pendant que nous investissons des millions, des centaines de millions à sponsoriser un chanteur, un danseur, un comédien, je ne dis pas que cela est mauvais, mais je dis apprenons à donner des priorités pendant que nous le faisons, ou encore équilibrons les choses. Parce que pendant que nous le faisons, d'autre côté, nous avons des jeunes gens qui sont premiers en mathématiques, premiers en sciences physiques, souvent sur le plan national, souvent sur le plan régional. Et qu'est-ce que ces jeunes gens gagnent comme récompense? Dernièrement, l'année dernière, je crois bien, ou en début d'année, j'ai été fort choqué en lisant un article. Je crois que c'était une jeune fille qui avait été première en mathématiques, qui a eu pour récompense 50 000 francs avec un ordinateur. Nous avons des jeunes inventeurs qui arrivent à mettre au point des mécaniques, des machines, des appareils qui peuvent aider le pays à avancer dans son développement. Ces jeunes gens ne trouvent pas de sponsors.
L'un des jeunes que je connais particulièrement a fait une invention dans le domaine de l'hydraulique. Il devait aller en Australie pour faire sa présentation. Il avait juste besoin de 2 millions de francs. Il n'a pas pu avoir de sponsor ici en Côte d'Ivoire. Et le projet est mort. Et ils sont plusieurs jeunes qui ont décidé pour développer le pays. Mais ils n'ont pas le soutien de leur ministère de tutelle. Ils n'ont pas le soutien des cadres. Ils n'ont pas le soutien, même les cadres de leur village. Ils n'ont pas le soutien. Ils n'ont le soutien de personne. Donc, chers amis, avec un tel cœur méchant, comment voulez-vous que l'Afrique aille de l'avant? Les pays européens, les pays asiatiques, les États-Unis, il y a eu des compétences individuelles, il y a eu des performances individuelles qui ont été maximisées et qui ont permis à ce que ces pays-là brillent aujourd'hui. Nous, en Afrique, ce que nous savons faire, c'est d'abattre. Nous tuons nos élites. Si nous ne les tuons pas, nous les mettons en prison. Si nous ne les mettons pas en prison, nous leur créons toutes sortes de problèmes pour les museler, pour les enfermer, pour ne même pas qu'ils puissent lever la tête. Pourquoi? Parce qu'on veut être les seuls. Ou encore, sinon on n'a pas réussi, eux aussi ne doivent pas réussir. Chers amis, c'est cette méchanceté du cœur africain, cette méchanceté qui nous met en retard. Imaginez-vous, si les Blancs avaient tué celui qui a découvert le feu tricolore, s'ils avaient tué celui qui avait fait la première intervention chirurgicale, ils s'étaient mis à tuer leurs élites, à tuer leurs savants, à tuer ceux qui font les découvertes. Pensez-vous que les États-Unis ou ces pays européens allaient se retrouver aujourd'hui là où ils sont? Donc, il faut que nos dirigeants, s'ils veulent vraiment le développement, s'ils veulent vraiment que leur pays puisse briller, encourageons les compétences individuelles. Maximisons ces compétences. Soutenons ces jeunes gens. Encourageons-les. Et vous savez, frères, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous importons tous nos véhicules. Pourtant, nous avons des pays africains qui fabriquent les véhicules. Pourquoi nous n'achetons pas les véhicules africains qui sont adaptés à nos réalités? Nous payons plus cher. Et cela encourage la corruption. Les gens sont obligés de se corrompre, de voler l'argent pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir s'acheter une voiture. Parce que le salaire ne suffit pas. Or, le véhicule est un bien indispensable. La maison est un bien indispensable. Mais le salaire ne suffit pas. Le monsieur est obligé de voler, de faire des détournements, de corrompre. Autant le blanc, il va acheter la même voiture moins chère et avec un système d'achat vraiment étudié. Le véhicule que nous devons acheter ici cash à 10 millions, 17 millions, 30 millions chez le blanc là-bas, il peut prendre le véhicule et puis payer pendant des années. Chez le blanc là-bas, tu peux aller à l'école et puis après, quand tu sors, petit à petit, payer. Chez nous, ce n'est pas possible. Tout est fait et il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas un engagement réel pour que les choses changent. Tout est cher en Afrique. Récemment, j'ai demandé combien coûte un billet d'avion pour aller au théâtre. Le prix qu'on m'a donné tourne autour de 700 et quelques mille francs CFA. De la Côte d'Ivoire au théâtre. Dans le même continent. Savez-vous combien ça coûte pour aller en France, pour aller aux États-Unis, sur d'autres continents? Donc tout est fait pour nous appauvrir et pour nous maintenir dans une forme de dépendance, de servitude. Nos dirigeants doivent se lever pour nous débarrasser de cela. Pourquoi nous ne mettons pas en place nos propres systèmes? Nous en avons les capacités. Les satellites, nous en avons les capacités. Nous avons des jeunes, des personnes à qui Dieu a donné l'intelligence. Nous avons tous ces compétences, nous avons tous ces capacités. Il faut que leur créer les conditions. L'autre raison qui est interne à l'Afrique, ce sont les détournements de fonds, les détournements de deniers publics. Les gouvernements se succèdent, la corruption devient plus intense. Les régimes changent, mais la corruption va de mal en pire. Si le régime précédent avait détourné, si le ministre avait détourné au total 10 milliards, le régime présent, ses ministres vont détourner au moins 20, 30, 40 milliards. Donc nous souffrons de la corruption
et d'impunité. Chez nous en Afrique, celui qui vole beaucoup d'argent, il ne fait pas la prison. C'est quelqu'un d'autre qui se trouve à sa place en prison. Donc déjà, nous n'avons pas les moyens. Si le peu de moyens, une seule personne va s'accaparer. Et nous avons en Afrique des gens, juste parce qu'ils sont ministres, ils sont multimilliardaires. Ils sont multimilliardaires. Juste parce qu'ils sont ministres, juste parce qu'ils sont députés, juste parce qu'ils sont maires, juste parce qu'ils sont directeurs de telle ou telle société. Ils sont multimilliardaires. Et dans cette même société, vous trouverez des travailleurs qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Regardez les travaux publics en Afrique. Les travaux sont très mal exécutés pour la plupart. Pourquoi? Parce que quand le bailleur de fonds décaisse les fonds, le temps que le fonds arrive à celui qui doit exécuter le travail, si c'était 10 milliards qui avaient été décaissés, le temps ça va arriver, peut-être il reste 4 milliards. Il va faire quoi avec les 4 milliards? Donc le travail est mal exécuté. C'est ainsi que nous assistons à des scènes très honteuses, souvent en voyant des routes goudronnées qui, après le passage d'une seule pluie, le goudron disparaît. C'est la corruption, les détournements de fonds, la mauvaise gestion. Il faut que cela soit corrigé pour que l'Afrique arrive à s'en sortir. Dans certains pays, on fait tout pour que le peuple soit pauvre. C'est seulement ceux qui sont au pouvoir qui doivent s'engraisser. Mais le développement d'un pays n'est pas le fait du pouvoir seul. L'État seul, le gouvernement seul ne peut pas arriver à développer un pays. Il y a tellement de choses à faire qu'il faut permettre à chaque citoyen de faire quelque chose, de poser sa pierre. Mais si on appauvrit la population, nos associations, nos ONG ne peuvent pas avoir les fonds. Des individus qui se battent pour avoir des financements ne peuvent pas rentrer dans leurs fonds. Or, pourtant, ils veulent construire une école, ils veulent construire un centre de santé, ils veulent construire une usine. Mais s'ils ne peuvent pas rentrer dans le fonds, comment est-ce qu'ils arriveront à pouvoir mettre en place leurs projets, leurs idées pour développer leur région et de par leur région, le pays? Voici les problèmes réels de l'Afrique. L'autre problème en Afrique, c'est qu'en général, l'Africain n'aime pas la confrontation. Or, pour faire mieux, il faut quelqu'un qui te défie. La concurrence et les confrontations sont importantes dans la vie d'une société parce que c'est ce qui pousse à l'excellence. Mais nous allons toujours rester médiocres parce que nous refusons d'être défiés par quelqu'un d'autre. Nous refusons d'être concurrencés par quelqu'un d'autre. Les Blancs, ils acceptent les défis, ils acceptent les confrontations. Confrontation d'idées, confrontation de découvertes, confrontation d'expérience. Nous catégorisons comme étant ennemis ceux qui veulent nous défier, ceux qui veulent être des concurrents sur notre chemin. Nous les regardons comme des ennemis à abattre. C'est ainsi que nous tuons, nous assassinons, nous emprisonnons, nous muselons tous ceux qui veulent apporter d'autres idées. Donc nous restons dans notre médiocrité. Si le peuple africain, si les leaders africains peuvent commencer à se dépouiller de leur moi, de leur égocentrisme, et se dire que je ne suis pas Dieu, d'autres personnes peuvent découvrir et faire plus que moi, je dois leur donner la chance, je dois leur donner le temps de se prouver aussi, vous verrez que le développement sera plus rapide en Afrique. La dernière chose que je vais dire, qui est interne à l'Afrique, que j'ai déjà mentionné cela, mais il me semble important de revenir là-dessus, c'est donc le système de gouvernance. Le système qui est mis en place pour gérer les nations, ce système biaisé de la démocratie, où en réalité, il y a une cacophonie totale. Comme ce système n'est pas réellement issu de notre culture, c'est compliqué pour plusieurs pays africains de respecter cela. Et je pense qu'il faut que les pays africains peut-être réfléchissent si c'est possible de trouver un autre système, un autre mécanisme. Les gens viennent au pouvoir, ils se croient des rois,
ils se croient Dieu. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Et quand le terme de leur mandat arrive, ils sont obligés de tripatouiller les élections pour se maintenir encore au pouvoir. Et cela crée des troubles, des morts, des soulèvements, des révoltes. Et tout ce désordre crée un grand retard dans le développement des pays africains. Une autre des raisons qui fait que les gens n'aiment pas quitter le pouvoir, c'est la mauvaise gestion qu'ils ont eu à faire. Comme ils savent qu'ils ont mal géré, ils savent que s'ils quittent le pouvoir, tout ce qu'ils ont eu à faire sera découvert. Donc ils sont obligés de trouver des moyens de se maintenir là pour éviter que tous les dégâts qu'ils ont causés à l'économie soient exposés et qu'ils soient poursuivis devant les juridictions. Donc, chers peuples africains, c'est vrai, on accuse beaucoup la sorcellerie, on accuse beaucoup l'occultisme, mais le véritable problème, c'est la mentalité. Il faut que le peuple africain cherche à changer de mentalité, à sortir de certains moules qui l'étouffent afin de pouvoir éclore. Comment repositionner l'Afrique sur le plan spirituel? J'ai l'habitude de dire que la fête de Dieu a commencé en Afrique avec les Africains et que ça va se terminer avec les Africains par les Africains et en Afrique. Alors, mais avant, il faut déjà définir la spiritualité, de quelle spiritualité il s'agit. Parce qu'il y a la spiritualité obscure, ténébreuse, et il y a cette spiritualité qui permet à l'homme de revenir à son Créateur et de retrouver réellement le vrai sens de son existence qui a été donné à l'humanité dans le jardin d'Éden. Et à ce niveau, je dirais ceci. Aujourd'hui, nous avons la capacité de lire la Bible et de connaître la vérité. Nous ne sommes plus au temps colonial où on nous servait un évangile biaisé. Aujourd'hui, nous savons lire et nous pouvons comprendre les Écritures. Nous avons aussi la grâce de recevoir le Saint-Esprit et d'avoir la vraie connaissance de Dieu. Ainsi donc, communiquons cette connaissance, communiquons cet évangile qui restaure l'homme dans sa dignité, cet évangile qui amène l'homme à reconnaître sa position dans l'humanité, cet évangile qui libère l'homme de toute forme de complexe, qui amène l'homme à s'affirmer, qui amène l'homme à relever les défis, à être combatif. Communiquons cet évangile qui amène l'être humain à respecter son prochain tout en maintenant sa position par l'évangile qui a été prêché à nos parents qui les amenait à abandonner leur position pour s'asseoir dans la poussière. Maintenant, au-delà de cela, il faille que les chrétiens s'investissent dans tous les domaines d'activité, tous les secteurs d'activité, que les chrétiens puissent aller et travailler. Et j'encourage et lance un appel aux chrétiens de se lancer dans la politique. Vous savez, l'une des choses graves, l'un des enseignements graves que l'Église a reçu par le passé, c'était de dire que la politique est diabolique. Même les élections sont diaboliques. Donc on décourageait les chrétiens à faire la politique, on les décourageait d'aller faire les élections. Et pourtant, quand quelqu'un est élu, nous subissons de ces décisions. Nous subissons de la politique. Mais pourquoi ne pas être nous-mêmes là-bas pour prendre des décisions? J'invite donc les chrétiens à aller battre les campagnes pour être député, pour être maire, à aller dans les partis politiques, pour être ministre, pour être président. Si nous sommes dans ces lieux élevés, nous pourrons freiner un certain nombre de choses, établir la vérité et faire en sorte que la lumière soit sur nos nations. En plus de cela, l'Église, les hommes de Dieu en particulier, doivent pouvoir aller à la source pour chercher la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa valeur. Elle a perdu de son influence parce qu'elle a perdu sa puissance. Et beaucoup d'hommes qui portent les Bibles, les soutanes, sont aujourd'hui francs-maçons. Beaucoup vont prendre des pouvoirs pour pouvoir opérer, pour être capables d'opérer. Et toutes ces choses affaiblissent l'Église. Il y a quelques années de cela,
Un homme est allé trouver le pasteur de sa ville, pasteur évangélique de sa ville, chez son marabout, à plusieurs centaines de kilomètres de la ville où il réside. Le pasteur évangélique chez le marabout, en train de subir les incantations du marabout. Si l'église même est dans la compromission, si les chrétiens sont dans la compromission, si les pasteurs sont dans la compromission, comment est-ce que l'église pourra impacter le peuple? J'invite les hommes de Dieu à être sincères avec eux-mêmes et à être sincères avec le Seigneur. Recherchez la puissance du Saint-Esprit. Recherchons la puissance du Saint-Esprit. Prêchons l'évangile vrai. Faisons des campagnes d'évangélisation afin de sauver le maximum d'âmes. Crions et prions Dieu pour nos nations, pour nos présidents, pour nos ministres, pour nos députés, pour les décideurs. Prions pour nos fidèles qui veulent faire la politique. Prions pour eux. Soutenons-les pour qu'ils soient des lumières dans le lieu où ils seront. La Bible a dit, c'est Jésus qui le dit, que nous sommes la lumière du monde. Il est donc important que l'Église soit représentée dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de l'État. Cela participera à la manifestation de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu dans les nations. J'invite l'Église, au lieu de nous contenter, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu font la course aux biens matériels, la course à l'argent. On se vante d'avoir des milliards, d'avoir des millions, d'avoir des jets privés, d'avoir tel nombre de maisons, tel nombre de voitures. Oui, ça c'est bien, mais ça n'a pas d'impact sur la nation. Ce qui peut avoir de l'impact sur la nation, c'est la puissance du Saint-Esprit par l'évangélisation. Investissons donc dans l'évangélisation. Allons-y évangéliser les hommes politiques. Allons-y évangéliser les hommes d'affaires. Allons-y évangéliser la jeunesse, qui est une cible aujourd'hui des puissants des ténèbres. Beaucoup de nos jeunes sont gagnés par la drogue. La drogue aujourd'hui a pris les établissements, même depuis le primaire. Nous avons besoin d'avoir une église combattante, une église percutante pour s'imposer et changer les choses dans les nations. Quand tout a échoué, le dernier recours d'une nation, c'est l'église. Si l'église échoue, alors tout tombe dans la boue. Les États-Unis, l'Angleterre et même la France, toutes ces grandes nations, à un moment donné, il a fallu l'église pour qu'elle puisse se tenir debout. Nous pouvons suivre les modèles de ces nations afin que nous aussi, en tant que pays africain, en tant qu'Africains, nous puissions réellement retrouver notre véritable liberté et assumer notre souveraineté selon le Seigneur. Soyez bénis. J'espère avoir pu répondre à vos préoccupations. Je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Beaucoup d'autres personnes ajouteront ou retrancheront de ce que j'ai dit, mais je crois avoir répondu du fond de mon cœur à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.